Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.1 de la partie 4 sur l'énergie, qui consiste à calculer la vitesse de libération d'un objet qui serait lancé à la surface d'une planète. Donc là, la situation qui est considérée, c'est celle d'une planète, par exemple la Terre. On se place à la surface de cette planète et on suppose qu'on a un objet qui a une certaine masse petit m, et on le lance avec une certaine vitesse initiale ici, verticale, v. Et on veut savoir à partir de quelle vitesse minimale v l'objet va pouvoir s'échapper de l'attraction gravitationnelle terrestre, c'est-à-dire rejoindre l'infini. Donc ça, c'est typiquement un exercice où on a un état initial. Donc là, l'état initial, c'est la masse m qui est ici avec une vitesse initiale vi. Et puis un état final qui est je veux que mon objet il arrive à l'infini. Et puis je vais essayer d'exploiter la conservation de l'énergie, donc le théorème de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie, c'est-à-dire appliquer en fait le théorème de l'énergie mécanique sans frottement, qui me dit bien que la variation d'énergie mécanique est égale à 0. Delta EM est égal à 0, ça me dit que l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. Ça va être donc l'état initial. Dans l'état initial, je suis à une certaine distance grand R, qui est le rayon de la planète du centre de la Terre, et j'ai une certaine vitesse initiale, que je vais noter d'ailleurs VI. Et puis l'instant final, c'est à l'infini, état final. Voilà, donc je fais un raisonnement énergétique entre ces deux position initiale, position finale. Bon, que vaut l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, c'est simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Toutes les formes d'énergie potentielle ici, une seule force est en action, c'est la force gravitationnelle, une seule énergie potentielle de pesanteur. 1,5 de mv2. L'énergie potentielle de pesanteur, je dois ici appliquer la formule générale de l'énergie potentielle de pesanteur, puisque je suis dans une situation où je vais m'éloigner assez loin de la planète, donc la force gravitationnelle n'est pas constante, et donc l'énergie potentielle, c'est pas mgz, mais c'est moins grand G, grand M, petit m, sur petit r étant la distance entre l'objet et le centre de la planète. D'accord? Petit r, c'est OM. Voilà, alors je vais donc écrire l'énergie mécanique initiale. Que vaut l'énergie mécanique initiale? Ce que je veux, c'est exploiter ça là. Ça, c'est mon théorème que je veux exploiter. Donc je l'exploite. Pour l'exploiter, il faut que je calcule d'une part l'énergie mécanique finale, ensuite l'énergie mécanique initiale. Énergie mécanique initiale, j'ai de la vitesse, 1,5 de mvi carré, et je suis au niveau de petit r égale grand R, donc moins grand G, grand M, petit m, sur grand R. L'énergie mécanique finale, quand je suis à l'infini, donc ici R tend vers plus l'infini, je vois que si R tend vers plus l'infini, ce terme ici d'énergie potentielle de pesanteur, il va tendre vers 0, parce qu'il y a du 1 sur R. Il me restera juste la vitesse finale, donc 1,5 de mvf carré. J'arrive à l'infini avec une certaine vitesse. Pour arriver à l'infini, ce qu'il faut, c'est qu'au moins cette vitesse vf soit égale ou supérieure à 0. D'accord? Donc je vois en fait que ici, mon théorème d'énergie mécanique me dit que 1,5 de m vi carré moins grand G, grand M, petit m sur grand R est égal à 1,5 de mvf carré. Mais ça là, c'est positif. Hein? Au minimum, c'est égal à 0. C'est-à-dire c'est quand j'arrive à l'infini pile avec une vitesse nulle. On parle d'ailleurs de mouvement parabolique quand on est dans ce cas-là. Mais bon, là je vois que j'ai quelque chose qui est positif. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que 1,5 de m vi carré moins grand G, grand M, petit m sur grand R doit être supérieur ou égal à 0. Je vais simplifier ici les masses petit m qui interviennent et je vois que ma vitesse vi doit finalement être plus grande que 2, donc vi carré doit être plus grand que 2 gm sur grand R. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Ça là, je l'ai passé à droite et j'ai multiplié par 2 pour tuer le 1,5 qui était là.
Et donc, j'en déduis que la vitesse initiale doit être, pour arriver à l'infini, plus grande que racine de 2gm sur grand R. Ben ça, c'est exactement la vitesse limite que je cherche, que je vais appeler la vitesse de libération. Donc cette vitesse de libération, c'est la vitesse minimale que je dois communiquer à un objet pour que cet objet puisse s'échapper de l'attraction gravitationnelle de l'astre, qui a une masse grand M et un rayon grand R. Alors cette vitesse de libération, on peut la calculer pour la Terre, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer aux fusées pour les envoyer dans le système solaire pour s'échapper de l'attraction gravitationnelle. Là, ce qu'on va demander, c'est de faire une application pour un trou noir. Alors juste avant, là, je vous rappelle en remarque, on se rappelle qu'on avait vu dans le cours que la compacité, c'était par définition quand on a un objet de masse grand M et de taille grand R, c'était Gm sur RC2. Donc on voit ici que la vitesse de libération, c'est simplement la vitesse de la lumière que multiplie la compacité et que multiplie un petit racine de 2 qui traîne. Voilà, bon, ça c'est juste une remarque en passant. Donc, la vitesse de la lumière, la vitesse de libération, en gros, c'est la vitesse de lumière qui multiplie la compacité de l'objet. Plus l'objet est compact, plus ça va se rapprocher de la vitesse de la lumière. Bon, alors ensuite, dans la question 2, on nous dit qu'on peut définir un trou noir, c'était la définition du trou noir de Mitchell au XVIIIe siècle, en 1784, qui disait que ça doit être un objet tel que la vitesse de libération soit égale à la vitesse de la lumière. Et Mitchell, au XVIIIe siècle, disait bah, si il existe des objets comme ça veut dire que la lumière ne pourra pas nous parvenir de cet objet, parce que la lumière elle va partir, décoller, et puis retomber sur l'astre, et donc jamais nous parvenir si l'objet est suffisamment loin. Alors voyons ce que ça donne. Si la vitesse de la libération est égale à c, ben ça va être égal aussi à racine de 2gm sur grand R. Si j'élève au carré, ça dit donc que 2gm sur grand R fois c carré doit être égal à 1. Et donc ça me dit que m sur grand R est égal à c carré sur 2g. Autrement dit, un trou noir, qui est un objet pour lequel la vitesse de la libération est égale à c, est un objet qui est tel que sa masse divisée par son rayon doit être égale à cette constante, c carré sur 2g. Donc quels que soient les trous noirs, les petits, les gros, les moyens, eh bien le rapport masse sur rayon est toujours le même, et ça vaut c carré sur 2g. Si on fait l'application numérique de m sur grand R, ça fait environ 7 10 puissance 26 kg par mètre. Si je le mets avec on va dire des unités plus commodes, ça c'est environ 3 masses solaires. Donc c'est comme si on mettait 3 fois la masse du Soleil sur 10 km. Voilà. Donc un trou noir, c'est un objet qui est tel que sa masse divisée par sa taille soit telle que ce soit au moins 3 masses solaires dans 10 km. Ben, le trou noir, je ne dis pas qu'il fait 10 km. Il peut faire 20 km de taille. S'il fait 20 km, ce ne sera pas 3 masses solaires qu'il y aura dedans, mais 6 masses solaires. 2 fois plus, pour passer de 10 à 20. Voilà. Alors je vais revenir simplement sur l'application numérique de la vitesse de libération pour la Terre. Donc l'application numérique pour la Terre. Donc R égale 6400 km et M égale 6 10 puissance 24 kg. On va trouver que la vitesse de libération, c'est environ 11 km par seconde, 11,5 km par seconde. Voilà. Donc si vous lancez une pierre verticalement à cette vitesse-là, elle ne retombera jamais sur la Terre. Bon, évidemment, si on néglige les frottements vont jouer un rôle important dans la vraie vie si vous faites l'expérience. Donc il faudra sûrement lancer plus vite que ça pour que ça s'échappe.